Salutations, explorateurs de Dead Cells. Connaissez-vous ces lieux aussi bien que moi? J'en doute. J'étais là avant que l'endroit soit terminé. Il y en a eu des changements majeurs dans la zone de départ, aussi bien visuellement Tu es très moche. que dans la quantité monumentale rajoutée jusqu'à l'ultime mise à jour du jeu, dont je suis content que les derniers rajouts n'ont pas rendu obsolète la dernière vidéo sur les bases, contrairement à celle sur les quartiers des prisonniers. Mais c'est pour cela qu'il est temps de réparer cette erreur. On n'aurait jamais pu imaginer toutes les mises à jour qui viendraient après. Silence, gobelin, je vais parler de cette zone, et vu la quantité monumentale de trucs à dire, on va la découper en plusieurs sections, avec le temps pour les passer. Pour commencer, je parlerai des caractéristiques de la zone, telles que les schémas ramassés et les zones de chaque personnage qui y réside. Le scribe, le docteur, le couturier, la salle d'entraînement, le boss rush et le défi quotidien. Je traiterai à part les zones de jeu indépendants, ensuite rapidement du bestiaire de la zone, avec les créatures récurrentes et ce qu'elles peuvent lâcher comme schéma, et pour finir, Interpretus parlera du lore de la zone. C'est trop long, j'ai pas la foi. C'est parti pour les caractéristiques uniques de la zone. Pour commencer, c'est la zone de départ, et va beaucoup évoluer au fur et à mesure de vos parties. Au départ, vous n'aurez que la carrière pour se foutre de votre gueule, et vos choix seront limités aux épées rouillées, boucliers et arcs. C'est de la merde. Mais sachez que si vous n'arriviez pas à atteindre la fin du biome, l'environnement évoluerait quand même, ce qui devient très absurde niveau dialogue. Vous avez rencontré le collecteur, c'est pour cela qu'il a installé tout ça. Non, je suis mort de malédiction. Je vais faire comme si vous étiez compétent. Hey! Bref, une fois la zone transformée une première fois, vous pourrez récupérer un schéma d'arc sur votre gauche pour le ramener au collecteur. Par contre, ceci est un schéma pour une mutation qui génère un champ de force quand votre vie est en dessous de 20%, mais obtenable uniquement avec la rune Homunculus donnée par le boss final. Et comme vous pouvez le constater, le schéma est très chiant à récupérer. Je te déteste. Parce que oui, il faut la rune araignée pour grimper sur les murs et sauter sur celui d'en face, et vite jeter sa tête dans le trou pour le déplacer jusqu'au schéma avant que le corps ne lâche. Ah oui, bien sûr! D'ailleurs, si vous n'avez pas vaincu le boss final, ignorez aussi ce tube, car il sert à augmenter la difficulté, et de toute façon, cette zone n'a pas de bonus différent selon le niveau de difficulté. La seule différence sera la variété d'ennemis qui y habitent. En parlant des résidents de l'endroit, l'un des premiers croisés sera le scribe. J'aime les stats. Celui-ci consigne toutes les informations de vos parties en général. Les ennemis croisés, objets débloqués, trophées, biomes explorés, etc., etc. Bref, si vous voulez savoir vos habitudes de jeu, c'est lui qu'il faudra voir. Ensuite, il y a le docteur. C'est un gobelin offrant aux joueurs un bonus pour la partie en cours. Le choix est très varié, et vous en débloquerez d'autres à force d'en utiliser. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une liste infinie de possibilités. Le truc, c'est que si vous en prenez un, vous ne pourrez pas débloquer la cellule de difficulté du boss final, si vous ne l'avez pas déjà récupéré. Donc c'est utile à ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le mode soutien. Car oui, je le rappelle, mais ici se trouve le mode qui permet de faciliter certains paramètres du jeu. Et ça, contrairement aux aspects, ça ne bloque ni les succès, ni les cellules de difficulté. Je ne sens rien. Mais alors ça sert à quoi les aspects? Le fun. Hein? Bah oui, si vous avez déjà la cellule de difficulté, vous vous en fichez, et ça vous fait un bonus fun à avoir pour explorer les zones plus facilement. De toute façon, qu'ils les prennent ou pas, moi j'en fabrique plein sur ces cadavres. Et je me fous de la gueule de celui qui fait les mutations, qui lui a besoin du collecteur pour en faire. Très nul! Bref, on enchaîne sur le couturier. Celui-ci permettra de changer l'apparence, et plus tard, sa fille viendra pour permettre de pouvoir changer la tête de votre protagoniste. Sauf si le costume est intégral. Bah oui, je suis pas magicienne non plus. Mais t'es capable de coiffer ma flamme? Bah oui, c'est plus facile de coiffer une flamme qu'une tête. J'ai pas peur de la décapiter, là. Mais ne croyez pas que le tailleur n'a rien à vous offrir. Si vous débloquez 16 costumes, il vous donnera des ciseaux géants. Et si vous débloquez 51 costumes, Ça fait beaucoup là, non? il vous donnera son peigne. D'ailleurs, certains dialogues font référence à Karl Lagerfeld, et son apparence serait donc inspirée de Jacques Bacher, un autre styliste proche. Mais on s'en fout, passons à la salle d'entraînement. Celle-ci ne se débloque
qu'au bout d'un certain nombre de parties, la guerrière va finir par mourir embrochée à côté de la sortie de la promenade des condamnés. Et vous pourrez y récupérer le schéma de son arme dessus. Le respect, ce n'est pas ça. D'ailleurs, elle mourra immédiatement si vous réussissez à vaincre le boss final du premier coup. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'en revenant sur les lieux, vous retrouverez son cadavre pourri et les clés de la salle d'entraînement dessus. C'est comme ça que vous pourrez y entrer et, à l'intérieur, vous rendre compte qu'elle est devenue un squelette vivant embroché par une encore plus grosse épée, parce que... C'est une connasse? C'est pas sympa. Moi, je l'apprécie bien. En plus, je le connaissais avant qu'il devienne une femme. C'est une trans? C'est encore pire! Prompteur, tasse-le. Bref, cette salle possède 4 pièces majeures pour s'entraîner à affronter des ennemis de votre choix, avec l'équipement, les mutations et le nombre de parchemins que vous voulez, afin de pouvoir les terrasser dans les pièces suffisamment génériques pour vous entraîner comme si vous étiez en conditions réelles. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce qui est conseillé par biome, déjà exploré, pour vous entraîner si vous galérez à les traverser. Clairement, l'endroit est fait pour ceux qui galèrent sur des ennemis spécifiques et apprendre leur pattern. Cela va de même pour les boss déjà croisés, car oui, le jeu ne va pas vous faire tester ceux que vous n'avez jamais vus. Perso, je me suis jamais entraîné là-bas. Je préfère apprendre sur place. Oui, mais on n'a pas tous la même façon de jouer ou d'apprendre le jeu. C'est pour cela que c'est bien que cette zone existe, car elle va vous permettre d'apprendre les mouvements des boss, ce qui sera très utile pour le gros morceau suivant, le boss rush. Une fois vaincu le boss final une fois, vous pourrez débloquer ce lieu de gloire, de combat, et surtout un moyen de débloquer en masse des choses chez le collecteur et le forgeron. Je m'explique. Chaque porte est une combinaison de boss déjà croisés que vous affronterez entre chaque zone de pause, dont ce qu'elle offre pour s'améliorer change en fonction de la porte traversée. D'ailleurs, quelques items seront interdits dans la zone, donc ne les cherchez pas durant votre traversée. Les portes débuteront toujours par le choix de la couleur majeure en fonction de la façon de jouer que vous voulez. Je vous redirige vers la vidéo sur les bases pour savoir pourquoi il est important de rester sur la même couleur et quel type de gameplay elle correspond. Car ensuite, on enchaîne sur les tubes, dont vous pourrez choisir qu'un seul ensemble d'équipements, évidemment adapté à la couleur majeure que vous aurez choisie. Vous devez choisir, mais choisissez judicieusement. Puis vous aurez le choix d'un équipement incolore, donc plus puissant que la version classique. Ensuite, c'est comme d'habitude, le choix de mutation pour enchaîner sur le boss. Vous l'affronterez et obtiendrez de l'argent et équipements que vous pourrez recycler si inutile, car l'argent sera toujours utile pour la suite. Voilà les variations d'interbiome en fonction des portes. Bon alors je vais vous spoiler à mort l'apparence des futurs boss, mais ça paraît évident que la zone vous montre tous les boss que vous croisez et plus encore. Les boss sont classés par niveau de difficulté des étages. Voici tous les boss, DLC compris, classés par difficulté. Ensuite, les portes les répartissent aléatoirement de telle façon. Vous l'aurez remarqué, mais il est mentionné de boss modifiés. Eh bien oui, le boss rush vous fera affronter des versions alternatives des boss, avec de nouveaux patterns et couleurs. Très bien, allons-y à deux sur lui, nous devons lui laisser aucune chance. Je m'apprête à te péter la gueule et je suis très énervé. Waouh, regardez cette feuille blanche! Et en terminant la porte 4, vous débloquerez la porte custom, où vous pourrez faire votre propre combinaison d'affrontements pour débloquer des cellules à chaque fin de combat. Y a de la thune à se faire là, y a de la thune à se faire. Mais au final, pourquoi toute cette souffrance acharnée à battre des boss en boucle? Eh bien, pour commencer, débloquer des éléments pour modifier une immense statue à votre gloire. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie. Des schémas uniques d'armes et costumes. C'est trop cool. Surtout une source monstrueuse de cellules. Voilà la quantité monstrueuse de ressources que vous débloquerez à chaque fin de porte et que vous pourrez directement dépenser dans le forgeron et le collecteur. Oh merde, mais c'est magnifique. Sans déconner, vous trouvez pas ça hyper classe? Et oui, cette zone est le meilleur moyen de farmer comme un porc pour améliorer le forgeron et débloquer des éléments du collecteur, si vous galérez pas trop avec les patterns de boss. Ouais, bon, faut pas non plus passer trop de temps dans le boss rush, sinon ça va vite vous saouler de les affronter en boucle. Généralement, le farming n'a jamais été quelque chose de très fun. Et encore, vous ne jouiez pas aux premières versions où c'était un enfer de débloquer des éléments et il fallait farmer beaucoup plus difficilement le jeu.
Mais bon, en ce qui concerne les récompenses, je vous affiche ce que théoriquement vous débloquez en fin de porte, en fonction de votre niveau de difficulté, d'après le Wikia. Mais dans mon cas, j'ai eu des trucs nouveaux que dans les difficultés 0, 3 et 5. Peut-être que c'est le mode soutien qui a fait bugger les récompenses. Même pas, j'ai fait les boss rush de façon normale à l'époque de la mise à jour. Et j'ai eu le même aspect aléatoire dans la difficulté 1, 2 et 4, où le jeu m'a filé des trucs tellement au pif. Mais bon, c'est juste mon cas, donc si vous avez de la chance, vous débloquerez facilement les schémas et éléments de statut pour nourrir votre ego personnel. C'est inutile de vous faire du souci pour ces questions techniques. Profitez du voyage et divertissez-vous. Bref, on va pouvoir enchaîner sur des zones beaucoup plus simples à expliquer, telles que la salle du défi quotidien. Ici, vous serez dans un biome aléatoire, et vous n'aurez que 4 minutes 30 pour la traverser et vaincre le concierge avec le plus de points possible. Sans blague, c'était affreusement rapide. Comment ça? J'ai rien dit. Sur le chemin, vous aurez un équipement aléatoire, des parchemins multicolores, et coffres pour faciliter le meurtre de monstres jusqu'au boss. Car oui, pour terminer correctement, il faut vaincre le concierge avant le temps limite. Et ainsi, au bout d'un certain nombre de défis quotidiens, vous débloquerez des schémas uniques pour vos parties en dehors du mode. Ouais. Bof, hein. Par contre, si vous voulez comparer votre score, faut désactiver le mode soutien, évidemment. En conclusion, il y a aussi le choix des armes. Celui-ci changera uniquement si vous débloquez l'aspect aléatoire chez le collecteur et modifiera ce choix de façon drastique si vous débloquez le tube, qui n'est débloquable qu'après avoir vaincu le boss final en difficulté 1. Dans cette zone, vous n'aurez le droit qu'à un seul choix parmi 4 d'un ensemble entier d'équipements, ce qui est vachement pratique que le choix de base. Voilà, on a fini de parler de la zone de départ. Il est temps de parler du quartier des prisonniers en lui-même. En ce qui concerne cette porte, elle ne s'ouvrira que lorsque le boss final sera vaincu, et donc la quête pour affronter le géant. C'est simple! Pour l'accomplir, il faudra prendre la clé et survivre jusqu'au cimetière de Val, ce qui signifie que vous devrez avoir la rune araignée et vaincre Conjonctivus en chemin. Et ensuite, dans les profondeurs du cimetière de Val, vous mettrez la clé pour débloquer définitivement le biome caverne. Mais retournons au sujet principal. Dans le biome des quartiers des prisonniers, il y aura toujours uniquement 2 parchemins universels, un coffre et un marchand. Vous n'aurez qu'uniquement 1% de chance qu'il y ait un coffre maudit ici. Et il vous faudra aussi de très bons yeux pour trouver une faille de défi, si vous voulez vraiment y entrer d'ailleurs. Si vous avez débloqué ce schéma, cela créera une zone où vous y trouverez le schéma du costume tant que vous ne l'aurez pas amené au collecteur. Une carte à activation unique pour révéler toute la carte d'un biome, quel qu'il soit, et la Pokéball. Hey, ce n'est pas son nom. On s'en fout, moi j'assume la référence. Car oui, l'objet fait référence à la capture de Pokémon, mais dans ce cas-ci, des schémas. L'objet est une grenade qui transforme un ennemi en créature d'élite si elle possède des schémas à débloquer. Vous devrez ramasser l'extracteur et affaiblir l'élite pour ensuite maintenir l'extracteur pour le tuer et ainsi récupérer son schéma et l'emmener jusqu'au collecteur. Sauf que l'extracteur ne fait que le ralentir. Donc il peut encore vous frapper et annuler l'extraction. Et si vous le tuez avant, vous devrez réessayer sur un autre ennemi. Traduction, ça va rôter du sang. Ah, et chaque porte coûte une fortune, car il faudra débloquer le sauvetage de l'or max avec le collecteur pour espérer les acheter de façon honnête. Ou bien vous faites péter les portes pour les récupérer. Mais vous serez maudit à fond, et vous devrez tuer 50 ennemis sans être touché par porte détruite, pour ne pas mourir instantanément. Quoi? Je l'ai déjà fait? Oui, mais je ne pense pas que ce soit conseillé pour quelqu'un qui galère déjà. À la limite, faites ça si vous avez bien déblayé la zone et voulez juste voler le costume de façon gratos. En ce qui concerne cet item, c'est un miroir qui apparaîtra à côté du scribe. Il montrera une créature qui possède encore des schémas à extraire. Sauf qu'il ne dit pas non plus à quel niveau de difficulté vous devez le récupérer. Ce qui n'est pas vraiment utile du coup. Ça me sert à rien. Bref, pour finir avec la zone, il y a 4 sorties de biomes différents, menant à un interbiome avec une porte chronométrée où il faut finir le biome en moins de 2 minutes, et la première fois vous y débloquerez un schéma. La deuxième porte est de vaincre 30 ennemis sans être touché. La promenade des condamnés sera la seule sortie possible la première fois. Puis, avec la rune des plantes, vous pourrez atteindre les égouts toxiques, dont il y a un schéma planqué dans cet interbiome spécifique. Et ensuite,
Lorsque vous aurez la rune de téléportation, vous débloquerez les accès aux autres DLC. Mais ça, je le développerai dans d'autres vidéos dédiées. En tout cas, ce sont les caractéristiques du biome du quartier des prisonniers. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est que lors de vos parties, vous débloquerez gratuitement de nouveaux segments avec des zones de lore qui apparaîtront aléatoirement une seule fois, une fois que vous aurez interagi avec elles. Parmi eux, il y a la poêle du marchand, en lui parlant, ce qui est une référence au premier trailer du jeu. Mais aussi la zone du Punchaku. Là, c'est une référence au trailer du premier DLC. Mais ce n'est pas tout. Pour la sortie du Half-Life Alyx, on a eu une zone pour débloquer le pied de biche et un costume du protagoniste, en attendant Half-Life 3. C'est pas drôle, pourquoi je ris? Au bout d'un moment, une stèle apparaîtra. Celle-ci parle en ennemi. Celle-ci explique comment débloquer des costumes d'apparence de jeu indé qui y sont liés. Certains défis sont très difficiles à accomplir. Donc voilà au moins les explications claires de comment les débloquer. Et comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup, dont certains vous feront hurler de rage si vous les voulez vraiment. Le jeu est très riche en zones de jeu indépendants depuis plusieurs mises à jour. Et croyez-moi, il faudra beaucoup de parties pour toutes les voir. Et honnêtement, je vous conseille de faire les défis liés à un item spécifique lorsque vous l'obtenez pour ne pas galérer à le chercher plus tard si vous regrettiez de vouloir ce costume. Parmi ces zones, il y a l'aiguillon pur d'Holoctite qui ravive beaucoup trop de souvenirs. La flasque de Blasphemous, j'ai jamais compris l'intérêt d'utiliser, à part pour le costume. La transformation en poulet de guacamole. Ouais, faut jouer au jeu pour comprendre. L'arme de Curse of Dead Gods, dont la zone vous maudira une fois, donc faites gaffe. La double arme de Hyper Light Drifter. L'os du jeu Skull. C'est logique. Vous pourrez débloquer le sceptre de King Knight, mais aussi récupérer une pelle dans un mur. Ça ne la débloquera pas, mais elle est utilisable pour creuser le feu de camp, pour avoir beaucoup de richesses rapidement. Une référence à Shovel Knight. Vous débloquerez la batte de baseball de Hotline Miami, cachée dans la voiture à côté. Le hachoir du jeu Katana Zero, même si j'aurais préféré le katana, mais tant pis. L'épée de Terraria et ses pouvoirs cosmiques pas phénoménaux. Le Laser Glaive de Risk of Rain 2, dont je trouve l'environnement vraiment stylé. C'est de toute beauté. Le deck de Sligo Spire, en référence au début du jeu. Et pour finir, un arc et un costume tiré du jeu Soul Knight. Ça se prononce Knight. Je vous emmerde, je prononcerai toujours Hollow Knight. Voilà, on peut passer sur le baissière récurrent de la zone, et des schémas qu'ils fournissent en fonction de la difficulté. Pour certains, on aura un peu partout, même au-delà de ce biome, le zombie. Celui-ci ne donne pas grand-chose, et pour anecdote, il existait plusieurs couleurs pour certaines situations. Et à l'époque, il remplaçait même les ennemis dont il n'existait pas encore une version Elite 2, quand on utilisait la Pokéball. Les boucliers sont des ennemis qu'on ne peut quasiment pas attaquer de face, sauf si vous avez une arme électrique. Oh là, il est sans défense. L'archer est très basique et simple à esquiver. Il n'y a pas grand chose à dire à lui tellement il est nul. Je suis là! Brainiac va connaître la défaite grâce à mes flèches! Et pour finir, on va parler du Grenadier. Cet ennemi vous voit et tire à travers les murs, et vous prépare psychologiquement à tellement d'autres ennemis aussi casse-pieds que lui. Quoi, c'est tout? Il y a pourtant plein d'autres ennemis qui apparaissent dans les difficultés supérieures. Oui, mais je les garde pour les autres biomes. En vrai, je peux rajouter le Chevalier du Four qui se retrouve dans cette zone à partir du niveau de difficulté 2, et qu'on revoit que rarement dans 2 autres biomes. Il peut se protéger avec son bouclier, mais celui-ci est facilement destructible. Mais une fois détruit, il vous foncera avec sa hache, et elle fait très mal. Là, la vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Donc maintenant, il est temps d'achever les derniers spectateurs avec du lore. Hey! Un peu de respect pour le grand Interpretus. Je vais vous parler de l'histoire de ce lieu. Le quartier des prisonniers est dirigé par Castaigne, un abruti fini au service du roi. Lui et ses gardes auront pour ordre d'emprisonner tous les gens suspectés d'être infectés par le mal-être, même si c'est faux. Ah chouette, on va pouvoir en torturer une bien fraîche, les gars. Les prisonniers seront toujours plus nombreux, et parmi eux certains chercheront tous les moyens pour s'échapper, et on les retrouvera morts dans leur tentative d'évasion dans de nombreux biomes, ce qui permettra de propager aussi le mal-être.
Mais ici, il ne reste plus que les trous creusés par ceux-ci un peu partout. En parallèle, un charlatan nommé Tom fera un commerce illégal de champignons hallucinogènes et on pourra y voler sa caisse, permettant d'avoir un équipement gratuit. Ce mec me devait de l'argent. Le mal-être continuera de faire des ravages et le roi jettera le cadavre du géant qui lui servait de garde du corps, car il avait osé s'opposer à lui. Cependant, parmi les prisonniers, certains seront réellement infectés et finiront par s'échapper en défonçant les portes, et peu à peu, la prison sera abandonnée par Castaigne et les gardes, qui y laisseront leur matériel et les prisonniers à leur triste sort. L'un d'eux sera terrifié par le décapité et lui jettera de la bouffe. Un autre, dont la cellule prend l'eau, mourra possiblement par un tentacule de conjonctivus. Un d'eux se donnera la mort avec une fleur à la main. Mais le protagoniste n'en aura rien à foutre et le fouillera quand même. Le respect, ce n'est toujours pas ça. Certains soupçonnaient qu'à l'époque, il était le jardinier des fleurs de la promenade des condamnés, jusqu'à qu'arrive plus tard le premier DLC, et le vrai jardinier du royaume. Celui-ci avait été assassiné probablement par Castaigne, mais ça, on en reparlera une autre fois. Une chose est sûre, c'est que notre histoire débute ici avec l'homoncule. Il y trouvera un costume fraîchement décapité et prendra possession de son corps. Sur la route, il rencontra une mystérieuse gardienne, qu'on découvrira plus tard être possiblement un membre connu de la garde du château du roi, qu'on a dû envoyer pour réguler les menaces de la prison, mais elle finira tuée par les créatures. Cependant, le mal-être la maintiendra en vie, étonnamment avec toute sa raison, et résidera dans la salle d'entraînement. Cependant, des anomalies temporelles font que son corps sera toujours en face de l'entrée de la promenade des condamnés, et plus tard à nouveau à l'entrée. Mais c'est quoi ce bordel? Oui, je vous expliquerai plus tard la source de ces anomalies temporelles. Mais ce qui reste à dire sur ce personnage, c'est qu'en Early Access, c'était un homme. Puis, il est devenu une femme, pour finir par devenir la source d'inspiration du personnage de Lore Exposito dans la série. En ce qui concerne l'évolution de l'endroit, le mal-être finira par redonner vie au géant, qui s'enfuira par cette grande porte. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Mais il faudra attendre pour que je développe son histoire. Je me limite au quartier des prisonniers, et j'estime avoir donné le plus de lore et anecdotes sur l'endroit. Très bien. J'imagine qu'on a dû achever les dernières personnes qui regardent cette vidéo. Mais pour vérifier s'il y a des survivants, dites-moi ce que vous pensez de notre version de Lore Exposito. Elle est nulle à chier. Va te faire! Bref, j'espère que désormais le quartier des prisonniers n'aura plus de secrets pour vous et que vous pourrez exploiter toutes ces opportunités. Allez, on se retrouve la prochaine fois dans un nouveau déblocage et avancement dans Dead Cells.